Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventures. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. C'est bon. Bienvenue à Trace de break. C'est que le gars a pas beaucoup de choses à dire. Non, c'est pas Faudrait facile. me mettre Encore une fois, pendant le thème, il a fallu l'arrêter parce que le thème se terminait. Puis, bref, on est avec Michel Barrette, vous l'aurez deviné. Même si vous nous écoutez en audio seulement, on a décidé de le garder pour 2 épisodes. C'est gentil. Michel. On On n'est est pas pas fini. plus, c'est normal que gentil. Puis, Pat, toi, tu suis de différentes façons la carrière à Michel, même en lecture. Même en lecture, ouais, c'est ça. Mais là, je sais pas si ça se dit, c'est juste que je passe beaucoup de temps intime avec toi, Michel. J'en parle à ma femme, j'ai pas eu connaissance. Avec toi, il apprend sur sur une le... relation à sens unique, là. OK. Je t'ai jamais déclaré mon amour, mais quand je vais à la toilette, souvent... Ah, OK. je te lis. Ah, le Je livre te lis. Histoire de char. Il a Ouais. appris sur toi sur le tas. Oui, sur le tas. Sur le tas. Histoire de char. C'est un succès, oui. ça. Mais je sais pas si c'est un succès, mais je trouve ça vraiment bien fait. Ah, merci. Parce que 3 pages, une histoire, merci, on passe Il y à a, d'autres il y a choses. comme 70 histoires différentes. Un peu ce que je fais là avec vous ce matin, mais écrit avec des photos. Moi, en tout cas, ça m'a rejoint, puis je le lis encore. Puis même si je l'ai lu, on dirait qu'un an après, je le relis, je m'en rappelle plus. Fait que... Dans les salons du livre, il y a des femmes qui venaient me voir et disaient « Monsieur Barrette, mon mari n'a jamais lu un livre de sa vie. J'ai offert votre livre pour Noël. Il n'arrête pas de le lire, puis de le relire, puis il part à rire, puis là, telle affaire. Hey, tu sais ce qu'il a fait, ça? Il a chauffé du taxi, madame, puis tata. Ouais. Exactement. Merci. Donc, c'est histoire de char, de moto, de road trip. L'histoire de char, de moto, d'avion, C'est ça, le dire d'avion, hein. de vélo et de meurtre. On va faire la même. Wow. Ça finit par et de meurtre. Parce que tu as Kennedy, la mort de Ça, Kennedy. de meurtre de Kennedy, ouais. Mais on commence avec ça. Comment c'est que ça? Ouais, là, Est-ce qu'on commence avec la... quand tu veux. Où Kennedy? tu veux. Kennedy, oui. Kennedy, 22 novembre 1963, est assassiné à Dallas. Et pour le 50e anniversaire de la mort de Kennedy, je voulais absolument être là parce que je savais qu'il allait y avoir un événement spécial. Alors, je dis à ma femme, trouve-nous un billet d'avion, il faut aller à Dallas, je vais être là, il va sûrement avoir une commémoration, tadada. Et 2 jours avant le départ, ma femme me dit, mon amour, quoi, l'avion est cancellé. Comment l'avion est cancellé? Oui, quand on cancelle un avion? Je ne sais pas. Trouve-nous un autre vol. Fait que je faisais un peu une run de lait, Toronto, Chicago, je ne sais pas quoi. On arrive à Dallas, saute d'une limousine, la radio locale passait la bande originale radio de l'époque. Et on écoutait comme si on était en 63, l'animateur de radio qui décrit la scène, il dit, bon, ben là, parce qu'il y a des journalistes sur le bord du trottoir. Puis là, à un moment donné, on est dans la limousine, on s'en va vers le centre-ville, et on entendait the motorcade is turning left on Elm Street. Et je dis, on va le manquer. Moi, dans ma tête, du Kennedy, elle est vivante. Je dis à la limousine, au chauffeur de la limousine, arrête la voiture, on sort nos affaires à roulettes, nos bagages à roulettes. Courez sur le trottoir. On est sur le coin de la rue, il y a le gouverneur de l'État de Texas qui est là. Il dit, at this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy had been shot dead. Puis là, paf, l'armée qui tire des eaux, les avions qui passent. Donc, j'étais là. Alors, là, quand tu étais à Dallas, il faut aller visiter le dépôt de livres, là, où l'Hervé Soir, mettons qu'on parle juste de lui, là, bon, il a tiré, Alors, j'ai visité le musée qui est très intéressant. Je suis allé dans la rue sur le X, là où était Kennedy quand il a reçu les balles. Le lendemain, je suis parti du dépôt de livres. J'avais pris plein de notes avant de partir. Tout le trajet de Lee Harvey Oswald, quand il est parti, tel autobus, arrêté à tel coin de rue, il a marché tel coin, il est rentré, il est allé à la maison de chambre parce qu'il jouait une chambre, il a ramassé son gun, il est reparti, j'ai marché du même bord de chemin que lui, il a tourné sa rue où il a rencontré l'officier Tippett, qui va tirer Tippett. Après ça, il va marcher sur la rue où il y a le théâtre, le Texas Theater, à quelle place il va rentrer dans une boutique. Que là, ils vont faire parce qu'il y a des polices partout. Puis la fille trouve ça louche parce que la description à la radio ressemble à ce gars-là qui regarde du linge qui n'a pas l'air d'être intéressé à acheter. Et les autres, elle appelle la police. Il y a un gars qui vient de sortir d'ici. Finalement, il rentre au Texas. S'il avait juste payé pour entrer au théâtre,
Parce que tu rentres sans payer, la fille, elle fait « Hey, tu sais. » Mais s'il avait payé, elle n'aurait pas nécessairement remarqué ce gars-là. Parce que quand les policiers sont arrivés, il y a un gars qui vient d'entrer sans payer. Ils ont fait, d'après lui, c'est lui. Puis ils sont rentrés, puis finalement, il a essayé de les tirer. Ils se sont battus avec, puis ils l'ont arrêté. Alors pour moi, ce voyage-là, c'était hyper important. Puis quand je suis arrivé à l'hôtel, le premier soir, l'hôtel, il y avait un écran géant. Il présentait l'émission de télévision à l'époque, tu sais, une station locale. Le gars, il est là, puis le Kennedy vient d'être assassiné. Tout le monde, ça fume. Puis là, t'as des polices partout, puis des reporters. Puis là, il est en train de capoter, parce que là, ils viennent de s'apercevoir que leur président a été assassiné. Ça a été vraiment immersion totale sur Kennedy. Wow. Il faut faire ces voyages-là, parce que... D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de mon ami Paul Hood pour cette raison-là. Vous avez fait un voyage ensemble pour les étoiles, je pense que c'était quoi, donc? Nous, on s'est aperçu qu'on allait être en Californie en même temps, il y a quelques années. Lui, il était à San Diego, moi, j'étais à Palm Springs. Ah, tu vas être à Palm Springs? Moi, j'étais à San Diego. Alors, on s'appelle. Moi, je m'en allais là-bas, mais j'avais dans l'idée d'aller voir quand Charles Manson et sa gang de Wumpit ont tiré, bien sûr, toute la Sharon Tate puis ses amis et la Bianca, le couple. Ils sont réfugiés dans la Vallée de la Mort, sont cachés au Barker Ranch. Mais ça, là, le Barker Ranch, c'est pas un ranch, c'est juste un bâtiment dans les montagnes de la Vallée de la Mort. Mais se rendre là, prenez Google Earth, là, entrez Barker, B-A-R-K-E-R Ranch. Alors, ça va vous montrer le bâtiment. Puis maintenant, reculez puis regardez c'est où, là. Il faut vraiment être crackpot pour vouloir se rendre là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut être un 4x4, il faut être le plan. Fait que j'ai dit à Paul, on y va. C'était 5 heures de route de Palm Springs se rendre à la Vallée de la Mort. On a couché pas loin parce qu'on voulait rentrer tôt le matin parce que dans la Vallée de la Mort, le jour, il fait extrêmement chaud. Si tu tombes en panne dans la Vallée de la Mort, ils te le disent, les ranchers, là. Tu débarques pas de ta voiture, tu restes à l'ombre. Si tu débarques de la voiture pour en disant aller chez du secours, le maximum, c'est 20 minutes, t'es mort. Tu déshydrates dans le temps que tu meurs. Et puis la nuit, il fait extrêmement froid. Tu sais, le désert, c'est chaud le jour. Ça. Fait que moi, j'avais loin un Jeep. Tu sais, un petit Jeep, CJ, je sais pas quoi, un petit Jeep. Sauf que je m'en vais au centre de location à Palm Springs. Il a dit, oui, asseyez-vous. Il envoie le gars à l'entrepôt là-bas. Le gars, le Jeep est flambant neuf. Il s'en vient, il arrête. Il débarque, il s'en vient. Il dit, il marche plus. Non, il marche plus. Il dit, le moteur fonctionne, attention, fonctionnait plus. Parc, reculons, drive, il n'y a plus rien. Flambant neuf. Je dis là, il en avez-vous d'autres? Non, c'est ça qu'on a. Ben, il fallait partir, nous autres, là. Paul s'en est rejoindre au centre de location. Fait qu'il m'a mis un Cherokee. Mais là, c'est pas mal plus gros, un Cherokee. Fait que finalement, on s'est rendu, on a couché la veille, puis on est rentré dans le désert. Là, tu roules dans le désert, il faut que tu te rendes au village fantôme de Ballarat. Puis quand tu es à Ballarat, là, qui est un ancien village abandonné, là, tu longes le désert, tu longes la montagne dans un chemin de terre, mais il n'y a pas d'indication, là. Là, c'était vraiment au pif, puis des notes que j'avais prises, peut-être que. Heureusement, il y a une vieille poubelle en tôle avec une flèche marquée Goler Wash. Et là, je me dis, Goler Wash, ça, c'est le trail qui traverse la montagne, mais c'est large comme ça. Donc, pour faire une histoire courte, ça n'a pas été évident. Monter là-dedans, puis t'es entouré de roches, puis on s'est perdu. Maintenant, on s'est retrouvé devant un mur de roches. On avait 1 kilomètre à reculer parce que je ne pouvais pas m'en virer, c'était trop serré. J'avais mon Paul qui était en avant, à gauche, à droite. Puis si je me cale, tu vas rester là. Puis il faut que tu sortes de là, tu sais. Fait que c'était après, c'était bien le fun. Mais sur le coup, là, c'était moins évident. Puis il était très gadget, Paul. Il avait son téléphone, il avait une espèce de téléphone satellite, il y avait un autre bébelle, là. Puis là, juste pour niaiser, il rentre Barker Ranch. Je dis, Paul. Ben, c'est pas une adresse, c'est Barker Ranch. Là, on est nulle part, puis il n'y avait aucun signal. Et là, bang! Il dit, mon écran vient d'allumer. Et là, ça disait, tourne à gauche. Hein, voit un arbre, passe en dessous de l'arbre. On suit ça. Et ça nous a amenés au Barker Ranch. Fait qu'on a pris des photos. Puis là, quand tu vois les photos d'époque de Manson et sa gang, tu les vois assis dehors. Ils ont improvisé une piscine. Fait que t'es sur les lieux même. Fait que il faut être fou comme moi et Paul pour vraiment triper chaque affaire. Mais le problème de rouler avec Paul, c'est quoi? C'est que le 5 heures que ça a pris entre Palm Springs et la Vallée de la Mort, il y a un livre intéressant qui s'appelle Helter Skelter. C'est ce qui a été écrit d'ailleurs sur les portes avec le sang des victimes, entre autres. Et ce livre-là raconte tout le procès, mais toute l'histoire de Manson, sa gang. Là, Paul. Michel, comment s'appelait le jeune qui a trouvé le gun? Quelle date c'était? Il me relançait. Là, des fois, je le savais. Mais lui, il sait. Mais lui, il sait. Moi, des fois, je le sais. Lui, il savait tout le temps. Là, je savais pas de maudit. Là, j'essaie de le relancer. Mais t'as un petit peu, là.
quel était le numéro de l'appartement à Venice Beach quand le gars avait causé une des filles de Manson, puis Manson était allé pour le tuer. Finalement, la fille a dit que c'était au 300 quelque chose au lieu de 200 quelque chose. Il me répond 321, puis c'est... Il savait tout. J'ai fait OK. On va conduire le camion. Tu parles de Paul Hood, mais on peut parler aussi de Jacques Duval. Oui. T'es-tu sur un projet par rapport à quelque chose qui lui a déjà appartenu par hasard? Ben, pas appartenu, tu parles de la vieille Porsche ou... Ouais. Non, la vieille Porsche, Jacques m'avait promis son casque, juste pour l'histoire, là. Tu sais, Jacques, à la fin des dernières années, il était vraiment magané. Tu sais, il souffrait beaucoup, puis son fils m'avait dit, garde plutôt un bon souvenir de mon père. Parce que la dernière fois que j'avais parlé avec Jacques, il venait de tomber, puis il s'était blessé dans la face, puis c'était pas le fun. Puis son fils m'avait dit qu'il y avait beaucoup de stock à me donner de son père. C'est sûr que j'aurais aimé avoir la voiture originale, mais elle appartient sûrement à un Américain qui joue là, le 914-6, avec lequel il a gagné dans sa classe à Daytona à l'époque, en 70. Et il m'avait promis aussi un de ses casques, tout bon. Mais Jacques, pour moi, c'était important parce que en 2000, il y a déjà 24 ans de ça, Jacques, à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, ça fait prôner le volant. On se souvient de ça en noir et blanc, l'essai de la chargeur Daytona. Légèrement survireux. Oui, puis il était bien cool. Un peu comme lui. Mais un peu comme Carl, quand je faisais l'émission avec lui, mais tu l'as fait d'ailleurs avec lui. Tu sais, ces gars-là, ça roule comme des fous à ça du mur, puis ça jase bien tranquillement, comme s'il était en train de regarder la TV, tu sais. Alors que moi, la même affaire, tu sais, bon, c'est ce type-là. Jacques était comme ça. Mais, donc, en 2000, on nous approche pour faire le retour de Prenez le volant. Alors, Jacques m'appelle, t'aimerais ça faire Prenez le volant avec moi? Oui. Fait qu'on a refait une saison de Prenez le volant, version moderne, où on a eu du fun. Parce que Jacques, on le trouvait tout le temps très sérieux. Ouais. Mais les gens qui ont écouté l'émission, dans le temps, ma mère, elle disait, j'ai dit, comment ça, tu regardes ça? Mais tu connais rien des chars. Elle dit, rien savoir des chars, vous allez vous tuer. On faisait toutes sortes de niaiseries. Puis on a eu beaucoup de fun, puis on le voit rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Fait que là, actuellement, on est en marche de ressortir la dernière épisode, dans lequel il y a le best-of, où on a eu la chance, entre autres, d'aller rouler en Formule 1. Parce qu'il y avait une école à Shannondale qui s'appelait Race Inc. On est en 2000. Des Arrows. Là, j'ai oublié le nom. Christian Fittipaldi, entre autres, qui avait roulé cette voiture-là. Puis c'était pas des brettes, c'était vraiment des vraies belles voitures avec la mécanique qui était fournie par les motoristes de l'époque. C'était une école qui coûtait 10 000 $ par jour. Tu commençais avec le matin, on arrive là. Puis c'est des anglophones. J'étais avec Jacques. Là, il a dit, moi, j'avais fait mon école de pilotage en Formule 2000 à Shannondale, donc je connaissais très bien la piste. T'sais. Ils ont dit, on va partir des BMW pour vous montrer les virages, vous expliquer l'apex. Mais c'est parce que je dis, moi, j'en fais déjà, puis Jacques, ça fait 2000 ans qu'il fait ça. T'sais. Non, il faut faire ça. Là, on a des walkie-talkies d'un BMW. Puis là, il y a un port en Amenzo, il nous parlait. Alors, la zone de freinage, c'est ici, vous regardez là. Jacques, il me regarde en me disant, hey, je fais signe. Ah oui. On le dépasse chaque bord. Là, il dit, OK, j'ai compris. Après ça, on avait l'équivalent d'une Formule 2000, justement. Et comme j'avais roulé là beaucoup en 2000, je savais comment ça marchait. L'après-midi, c'était la Formule 3000. Formule 3000, donc 650 chevaux, moins d'aérodynamisme, plus camion, plus facile à conduire à la limite, mais plus prévisible, mettons. Je dirais plus prévisible, plus rough, tu sais. Ça allait bien encore. Et là est arrivée la Formule 1. Ça, la Formule 1, là, il faut savoir que tu as de la pression au pied de l'embrayage, au moins pour partir de la voiture, c'est 75 livres, mais tu as comme un quart de pouce de travel entre tes embrayés. Wow. Et je me demandais, quand on voyait des courses de Formule 1, pourquoi ils partaient toujours en faisant un show boucan? Mais ça, ils usent du pneu pour rien. Parce que tu peux pas faire autrement. Ouais. Au fond, là, tu pars. Sinon, tu vas le staller. Mais eux autres, là-bas, ils voulaient éviter qu'on fasse ça. Ils essayaient de nous faire partir vraiment sur l'embrayage. Un peu comme ta Camaro Z28, ça. Ouais, mais pas avec un stall speed. Là. Vraiment, il faut que tu changes. Là, on est dans la voiture, là, puis l'instructeur est devant la voiture, puis il fait 5 où sont? Oh, parce que tu lâches pas ça à 2000 tours, là. 6 000, 7 000, 8 000 tours. Il se stallait. Une fois, deux fois, 4 fois. Jacques, même affaire. Il dit, OK, je capitule, je serai pas bon. Non, il a dit, on voudrait que, si on était en Formule 1, on vous ferait partir comme ça, mais on veut ménager la voiture un peu. Par miracle, elle est partie. Quand tu sors des puits, en Formule 2000, tu as le temps de faire ton première, deuxième, avant. Là, tu pars avec le char, le virage, il te saute d'en face. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il m'avait dit, quand tu arrives
au fond, avant la ligne droite, il y a un peu un virage Là, comme pour à ceux qui sont Montréal. juste en audio, il est en train de faire un dessin. On va Un mettre dessin. le plan en C'est annexe que des commentaires. La seule place où tu descends en première, c'est avant la ligne droite, un peu comme à Montréal, dans l'épingle. Tu sais. Ils ont dit, quand tu arrives là, moi, j'arrivais là avec la Formule 2000, avant même que la voiture soit à droite, je rembarquais au gaz, je rembarquais en deuxième. La voiture dérapait un peu. Ils ont dit, si tu fais ça avec la Formule 1, tu vas juste virer de bout. Puis, alors, ils ont dit, tu restes, tu attends que la voiture, les 4 roues bien droites, après ça, tu accélères. Tu sais, en voiture, tu attends après le RPM. Tu sais, la voiture monte en RPM, puis là, rendu à 6000 tours, mettons, tu changes. Là, c'est le char qui attend après toi. T'es pas assez vite. Ça fait bang, 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 bang. Et j'ai lu, parce que dans le Road and Track, il y avait un journaliste qui avait été faire la même école dans la même période. Et la Formule 1 était comme à ce moment-là 700 chevaux pour 1200 livres. Et imaginez, ça marche, ça n'a pas de maudit bon sens. Et ça colle tellement que tour après tour, tu essaies d'aller plus vite, mais tu verras jamais le bout de l'adhérence parce que tu n'es pas un pilote de Formule 1, mais à une vitesse que jamais tu oserais aller avec n'importe quelle autre voiture. Mais plus impressionnant que l'accélération, c'est le freinage. Au début, il avait mis un cône. Ils ont dit, d'abord, il avait dit, on sait que tu veux utiliser toute la piste, on te veut aller, mais dans le cas de la Formule 1, reste, mettons, à un pied du bord, parce que si tu bloques l'arrière en downshiftant, puis que tu embarques sa pelouse, ils ont dit, tu vois la petite cabane là-bas dans le fond du champ, tu vas aller passer à travers. Wow. Alors, il dit, tiens-toi là, puis freine au cône. Moi, je m'en viens. Puis c'est 250 km. Il n'y a pas de compteur, mais le journaliste, c'est 250. Ils l'ont mis au radar, je ne sais pas quoi. Tu roules 250 dans à peine un quart de mille de ligne droite. Moi, je m'en viens. 250. Le cône est là. Je dis, voyons, il est bien trop proche du virage, le vent du poignet. J'ai freiné bien avant le cône. Le char a arrêté complètement. Je n'étais pas rendu au cône. Les oreilles m'ont fait de même en avant. Ça a pas... Fait, le tour d'après, il a fallu que je me parle. Me dire, Attends. je voulais chier dans mes culottes. Ça va... Quand le cône est arrivé, j'ai sauté. C'est plus impressionnant le freinage que l'accélération. Puis à quelle vitesse. Et au moment où je me prenais pour, mettons, Mario Andretti, ben, n'importe quel vrai pilote de Formule 1 aurait fait le tour de moi comme ça. Tu sais. Ouais. Mais Carl, as-tu déjà conduit, piloté une Formule 1? Non, j'aurais bien trop aimé ça. Personne n'a Ouais. conduit de Formule 1. C'est ça. Tagliani m'avait dit... Mazda, des affaires de même, mais pas... Ben oui, mais tu peux tout conduire, mais il y a pas, je pense qu'il n'y a pas 400 personnes dans l'histoire qui ont piloté une Formule 1. C'est fou, raide, ouais. Tagliani m'avait dit, tu as conduit une Formule 1. Moi, je fais de la course dans la vie, je conduis de la Indy. Moi, mais c'était pour l'émission, puis Alors, j'ai eu la chance de piloter une Formule 1. Incroyable. Ça, c'est un statement. Hey, Si vous parlant allez sur, d'émission, Michel, là, tu me donnes un lien hallucinant. Là. Je me rappelle d'une anecdote de tendinite quand on faisait équiper pour rouler ensemble. OK. On tourne le début de la saison, puis pauvre Michel, il a mal au bras, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis finalement, on avait une pause d'1 mois pendant l'été, ça a fait ça quand on était ensemble aussi, Richard. Fait on fait la pause du mois, mon Michel, il revient, il dit « Hey, ça va bien, j'ai des traitements pour mon bras est correct. » Je t'embarque dans un Audi RS7. OK. On fait une ride assez le fun. Michel débarque, tu caliques ma tendinite. Fait qu'on s'est rendu compte que ta tendinite, elle venait de ta main qui tenait l'appui-bras dans la porte. Pendant que toi, tu me passais à ça du mur. Le holy shit bar. Le holy shit bar, oui. C'est ma tendinite. Finalement, je Donc, m'excuse, mais j'ai tendinite. magané ta santé, Michel. Ben, on reste dans la course. Tu as lancé un défi aussi au maire de Trois-Rivières pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Parce qu'il avait osé dire, il avait fait de la course à une certaine époque, il avait couru même au Grand Prix de Trois-Rivières en je ne sais pas quelle année. Puis là, il y a quelqu'un qui l'avait interviewé, puis il avait dit, on a déjà Michel Barrette. Oui, je pense bien qu'il va être... Il dit, ben, tabarouette. J'ai dit, OK, d'abord, on va faire la course, on va voir qui va gagner, puis celui qui va perdre, il va tondre la pelouse à l'hôtel de ville au contact d'une tondeuse à bras, pas de moteur. Puis, je suis tellement orgueilleux, il était hors de question qu'il passe en avant de moi, tu sais. Et à un moment donné, on fait la course, on fait les qualifs, les essais. Et pendant la course, moi, je parle avec ma gang d'un puits. J'ai dit, il est où le maire, là? Il dit, mettons, j'étais 9e, puis lui, il était 14e. J'ai dit, sais-tu comment faire? M'a tellement le planté que je vais le laisser passer, puis un tour avant la fin, m'a le dépassé juste pour montrer que je suis bien plus vite que lui. Fait que là, mettons, il est 14e. Moi, je ralentis un peu. Là, il y a un char qui passe, 2 chars qui passent. Là, il y a 2-3 chars qui passent. Là, je dis, hey, t'as-tu il est rendu où, là? Il dit, il t'a dépassé. Quoi? Il restait comme 3 tours. Mais là, il était en avant.
Puis même si je passe par son tuyau d'exhaust, je vais le dépasser. Et là, tu vois ça, de mon innocent qui aurait fini en arrêt du maire. Non, j'ai gagné. D'ailleurs, c'est cette année-là que j'ai perdu connaissance. Oh, que Oui, oui. ben, cette course-là. Cette course-là, peut-être. À la hein, fin de cette course-là, t'as Parce enlevé ton que, casque. ben, Mon tannant, toi. ben, tu sais, c'est quoi la course? Tu es dans une voiture de course, tu as la combinaison en dessous de la combinaison elle-même, tu as Balaclava, la cagoule. la cagoule sous essentiellement, le casque, tu es dans une voiture, puis Trois-Rivières, il y a des murs partout, il fait chaud, c'est l'été, l'air ne circule pas entre les murs de ciment à chaque côté, tu es dans la voiture, le filet, les vitres montées, t'inquiète. Fait que quand on est rentré au puits, quand la course s'est terminée, on est rentré, j'ai ouvert la portière pour avoir un peu d'air, puis on nous a dit, pour vous une inspection, allez-vous-en à vos puits, mais les puits étaient complètement de l'autre bout. Fait que je suis arrivé, j'ai débarqué de la voiture, ma femme était là. Je débarque de la voiture, ma femme est en arrêt, puis il y a un journaliste de TVA qui est là en entrevue, puis tu as le caméraman. Alors, je suis de dos à... Non, il est plutôt de dos à moi. Je me lève, ma femme, elle dit, mon amour, t'es tellement blême. Je Pouf! tombe. Mais là, tu as le caméraman qui dit au journaliste, regarde en arrière de toi. Fait que lui, il a filmé que je tombais. Fait que j'étais sans connaissance, ils ont donné quelqu'un, finalement, c'était juste un coup de chaleur. Tu sais. Mais là, ça, c'est en direct. Mon fils, Olivier, qui était à ce moment-là, je ne sais pas, en Allemagne, a reçu un appel d'un de ses amis comme quoi ton père a fait une crise cardiaque. Là, il m'appelle. T'as fait une crise... Non, je suis correct. Non, je sais, t'as fait une crise... J'ai fait une crise cardiaque, je suis pas en train de te parler. T'es où? T'es à l'hôpital? Non, je suis dans un puits, j'attends pour aller... Fait que finalement, c'était ça. Et Michel, dans sa grande beauté d'âme, parce que c'était quand même, c'est arrivé le samedi, puis tu courais encore le dimanche. Ouais. J'ai fait office de père de Michel parce que il voulait aller serrer main à tout le monde, prendre des photos à tout le monde, signer les autographes, être fin avec tout le monde. Mais qu'est-ce que Michel, il faisait pas? Boire de l'eau. Fait que moi, le clown, je me promenais avec mes bouteilles d'eau. Là, Michel boit. Oh, il sera pas long, je vais juste aller. Michel. Mais là, j'ai appris, il faut s'hydrater. Puis s'hydrater, idéalement, longtemps d'avance, puis encore plus la journée de course. Tu sais. Mais d'ailleurs, tu sais, faire attention à sa santé, c'est une chose. Puis ça m'amène le lien. Tu sais, tu as dit quelque part en entrevue, si vous saviez le nombre de chums que j'ai perdu entre 17 et 30 ans. Oui, mais ça, c'était pour une autre raison. C'était l'alcool au volant. C'est ça. Voilà. Mais il reste quand même que. Oui. Faut faire attention. Vitesse. Faut faire attention, mais tu sais, quand on était flot, là, tu sais, moi, j'en ai fait des monologues là-dessus, puis j'en fais encore dans mes shows. Je parle de l'alcool, la bière à des gens. C'est drôle, mais un jour, là, il y a plusieurs années, l'opération Nez Rouge. Ouais. Tu sais, on a tous été porte-parole Nez Rouge une certaine année. Mané, il m'appelle. Opération Nez Rouge. Porte-parole Nez Rouge. J'appelle mon meilleur chum. Sais-tu quoi? C'est ce quelle demande j'ai eue, quoi? Pour être porte-parole Nez Rouge. Il a dit, tu peux pas trouver être porte-parole Nez Rouge. Tu n'as jamais chauffé à jeun entre 17 et 30 ans, tu sais, comme toute ma gang d'ailleurs. Alors, ce que j'avais fait cette fois-là, j'avais accepté. Puis là, il y avait une conférence de presse. Il y avait les gens de Régie d'assurance auto du Québec. Il y avait tous les dirigeants de la Sûreté du Québec, les grands boss de la Sûreté du Québec. Tu as tout ce beau monde-là. Et je commence à lui raconter, Nez Rouge, oui, l'alcool. Là, je me mets à raconter des folies que j'ai fait et qu'on a fait quand on était flot. Puis au début, il m'a regardé, il me disait, c'est pas un bon discours, Nez Rouge. Et là, maintenant, il se met à rire parce que tu peux rendre ça drôle si tu comptes toutes tes niaiseries. Puis là, m'a donné. Puis là, je raconte Roger, mon chum, qui voulait rentrer membre de notre gang. On était 5 chums qui s'appelaient les Kamikazes, parce qu'on voulait tous des Kawamil. Sa moto, Puis là, lui, il voulait s'acheter une moto. Il est parti au tabac, je sais pas quoi, on a tout l'été. Il est venu à la fin de l'été avec de l'argent, il a acheté une moto. Puis il est rentré Kamikaze. Puis ce soir-là, on est allé fêter ça à l'Hôtel Union. Puis on est sorti de là. Quand je le raconte, c'est drôle. On était chaud. Puis là, il arrive à sa moto. Puis là, il met son casque, il le met à l'envers. Puis il donne dans le casque de main. Puis là, il embarque sa moto, elle tombe à terre. On l'aide, on le relève. Là, il était pas capable de partir avec. Moi, je tenais à la cloche. Marcel donnait du gaz. Marcel met le gaz au fond. Je lâche la cloche. Puis Roger part. Puis là, toute mon histoire, je vous le fais pas, puis c'est drôle. Là. Puis il est arrivé au coin de la rue, tout le monde riait. Puis il y a un char qui l'a coupé. Paf, il est mort. Là, tout le monde fait. Oh! Là, si vous vous demandez pourquoi je suis content d'être porte-parole Nez Rouge, c'est parce que si tous les gars, mes chums, qui sont morts à cette époque-là à cause de l'alcool et de la vitesse seraient là, on n'aurait pas de place à s'asseoir. Ça me fait plaisir. Comme quoi, on peut bien compter ça. Je vous en compte jusqu'à demain matin, vous allez mourir de rire de toutes les niaiseries que j'ai pu faire quand on était flot, parce qu'on roulait trop vite. Non seulement on roulait trop vite, on roulait chaud, mais quand j'ai appris à piloter, nous autres, on se garochait dans un virage. Nous autres, mettons un virage, à quelle vitesse tu le prends? Freinage, accélération. Tu freines avant un virage. Le plus tard possible, mais tu freines. Nous autres, on se garochait. Ah oui, on va le prendre à 80. Tu te garochais dans le virage à 80, là, t'avais toute la misère du monde à rester sur l'asphalte, c'était de même. Puis la semaine d'après, t'essayais de faire plus vite. Fait qu'il y a des chums qui se sont tués. Il y en a comme ça. C'est pour ça que je suis content de voir que mes fils font de la course et qu'ils sont raisonnables dans la rue. Parce que la place pour faire ça,
c'est sur une piste. Puis dans la rue, ben, on ne le fait pas. Tu sais. Wow. Ouais, mais c'est vrai que la plupart des gens qui font de la piste, de la course, souvent, ben, tu sais, peuvent conduire Bon, rapidement, mais ouais. ils sont plus responsables, mais ils ont plus de skills aussi. tu sais. Plus de skill, puis en même temps, quand tu sais c'est quoi d'avoir des accidents, j'en ai eu beaucoup, moi. J'en ai eu en course, puis j'en ai eu dans la vie, mais ça fait mal. Tu sais, Ouais. face à face, un chat coupé en deux, des chats sur le top. J'ai eu bien des aventures où je m'en suis sorti, je sais pas comment, mais que je veux pas qu'il arrive la même chose à mes fils. Mais la raison pour laquelle c'est arrivé, mes accidents, c'est de ma faute. Tu vas trop vite, puis t'es chaud, puis t'as 20 ans. Mais ça va mal finir. Tu sais. T'as parlé de moto. Toi, ton père ne voulait pas que tu aies de moto, hein? Mon grand-père, Ton grand-père. mon père voulait pas, mais mon grand-père, là, quand mon premier motocross, mon père, c'est d'autres choses. Mon grand-père, le premier motocross, il arrive à la maison à Alma, chez mon père, parce que, je vous l'ai dit, j'ai été élevé par mon grand-père, mais rendu à l'adolescence, ma blonde, mes chums, je reste plus souvent chez mon père. Mon motocross, il est là. Il arrive dans l'entrée, il me regarde, il pointe. C'est à toi, ça? Oui. Il recule, puis il part en fou. Il s'en va à Chicoutimi, il retourne chez eux. Qu'est-ce qu'il y a? Il appelle mon père. Bon, il est rendu dans les motards, puis là, ça va être de la drogue. Mais non, c'était un motocross, il voulait rien savoir. Fait qu'il a voulu que j'y fasse croire que je l'avais vendu, puis j'ai jamais pu reparler de moto avec mon grand-père, parce que lui, moto, ça voulait dire crime organisé, puis ça voulait... C'était un motocross, tu sais. Puis mon père, alors, quand j'ai eu mes premières motos de route, comme mon Kawamil, mon père dit, Michel, il me voyait bien, il m'entendait parler comme j'étais fou. Tu sais, Michel, au moins fais une affaire. Prends pas un verre si tu prends ta moto. Si tu vas veiller, là, laisse ta moto à la maison, puis vas-y à pied. Prends ton char. OK, prends le char. Laisse ta moto, mon char. Encore Non, plus mais juste qu'il a intelligent, fait. prends le char d'un autre. Oui. Il dit, j'ai dit, papa, on va faire une affaire. J'ai dit, on va faire de la moto, mettons, puis quand je sais que je vais veiller le jeudi soir, vendredi soir, je vais mettre mon casque sur le comptoir, parce que de sa chambre, il voyait le comptoir dans la cuisine. Si mon casque est là, c'est que je suis parti à l'éveiller. Hey, c'est cool, ça. Fait que, même que des fois, j'enlevais mon casque, je le mettais, puis je le voyais dans la chambre. Bah, ouais, je voyais sa main. Des dessins corrects. Mais j'avais acheté 2 casques. Fait que, je mettais le casque, là, je sortais, je prenais la moto sur le neutre, poussais ça au coin de la rue, pouf, j'allais veiller, on revenait sur le neutre, demain, on peut dire, hey, t'es fin, t'es raisonnable. Ben oui, ben. C'est quoi l'histoire du Chevalier Noir? Hey, ça. T'es chum avec Régent, toi? Ben, chum, écoute, Régent te le dira plus que moi. C'est Régent qui décide qui sont ses chums. Ben, Régent, ben, c'est son sujet préféré. Ah, le Chevalier Noir. Bon. Mon motocross. Ouais. Quand j'ai acheté mon motocross, aucun de mes chums m'ont su que j'avais un motocross. Personne. Parce que j'avais une idée dans la tête. J'ai pris le motocross, c'était un Yamaha MX 125. Je l'ai accoté sur le mur de la maison. J'ai acheté une canette de peinture Noirma et j'ai shooté la moto au complet Noirma. La teinte, les poignées, tout ce que tu peux. Le moteur, les roues, les raies, tout était Noirma. Puis moi, déjà, je m'habillais dans ce temps-là tout en noir. Fait que là, non seulement j'étais tout en noir, j'avais un casque full face noir avec une visière noire. Et c'est pas moi qui s'est baptisé le Chevalier Noir, sauf que ce que je faisais, je descendais au centre-ville, je me parquais dans le cours de l'église Saint-Joseph, ou la Maine, là. J'avais un petit pack-sac avec encore mon petit pot de manger à bébé de mes pistes de course, avec du gaz dedans. J'avais rempli les rayons des roues, tu sais, les raies, de journal, de papier journal. Ouais. Je mettais plein de gaz là-dessus. Là, je démarrais en moto, je mettais le feu en avant, en arrière. Puis là, je partais. Puis à cause de la vitesse, ça faisait une flamme plutôt bleutée. Mais c'est en fait que la tangue à gaz, que le feu poignait. Là, je faisais à la main. J'avais le temps de faire la rue principale puis un petit bout de la rue Collard en haut avant que le papier s'éteigne. Puis là, je remontais à la maison. Tout en noir de même. Fait que même si le police m'aurait vu, il m'aurait pas vu longtemps, j'étais tout en noir. Mais le bout que j'étais en feu, c'était écœurant. Et là, tout le monde parlait du Chevalier Noir. Puis des fois, à l'école, ils disaient « Hey, t'as-tu vu hier c'est les autres qui l'ont baptisé le Chevalier Noir. » Moi, je l'avais jamais vu. Comme Clark Kent. T'sais. Ah ouais, j'étais pas là hier. J'étais pas bon. Hey, t'as manqué quelque chose. Les gars, il y a du monde qui voyait. Non, il avait dit une fois, il y avait une fille en bikini avec un chat prévu. C'est jamais arrivé. C'est quand c'est rendu que le monde t'invente toi-même des histoires. Et là, je voulais que tout le monde entende parler du Chevalier Noir. Il y avait Alma Automoto dans le parc industriel Alma qui venait d'être construit. Il y avait 2-3 bâtiments, dont Alma Automoto. C'était tous des gens de moto, puis qui faisaient de la course de moto, qui vendaient des motos, qui réparaient des motos. J'ai dit, si eux autres me voient en Chevalier Noir, ils vont en parler partout dans les courses, partout en province, Ta réputation va se va rendre te partout. précéder. Fait qu'il finissait à 5 heures. Puis je savais qu'à 5 heures, j'avais checké, ils sortaient, puis avant d'embarquer sur leur moto ou dans leur voiture, ils jasaient dehors l'été. Alors, moi, 5h moins 5, j'étais au quartier de Quai en bas. T'es comme ton grand-père avec l'auto en avant de l'église. Exactement. Mais là, je suis là. Le papier est prêt, mon gaz est prêt.
moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Ah oui, le gaz, allume ça. Là, je pars. Première, deuxième, troisième. Je m'en viens. C'était parfait, comme dans un film. Il était toute la gang dehors. Puis là, même toi, tu vas arriver à une moto en feu, un gars habillé de temps noir. Puis là, il y en a un dans la gang, il pointe comme ça. Puis dans ma tête, ça faisait comme un film parce que le gars, il a fait Chevalier Noir. J'ai vu sa bouche, je disais, c'est hot au bout. Fait que j'y regardais en passant avec ma vision noire. Sans regarder en avant. Sans regarder en avant, la rue a fini là. Je vis dans le quartier, je sais, la rue n'est plus, c'est un champ. Champ avec une forêt. Hey, j'ai-tu planté? Fait que je rentre là-dedans, pif, paf, bing, bang. Là, je suis en feu. Le feu prend dans le champ. Fait que là, la gang de mes cadeaux arrive. Ils éteignaient le feu. Moi, ma visière était fendue en deux de même. Puis il y a deux vis comme ça. Ça pendait comme ça. Je voulais pas être découvert. Fait que je tenais la visière comme ça. Là, ils disaient, t'es-tu correct? Oui, c'est correct, ça. La roue d'en arrière est à côté sur le frein, en arrière, ça, là, tu sais, Le swingard. le swingard. Les poignées étaient de même. Là, je la traînais comme ça. Hey, on va t'aider. Non, ça va aller, ça va aller. J'ai traîné la moto chez nous. Elle était comme ça. Mais Jamais là. t'enlever ton casque. Non, Chevalier Noir, je ne veux pas être découvert. Mais là, la seule place qui réparait ces motos-là, c'était où? À le Moto-Moto. Une couple de semaines après, j'appelle un de mes chums, on embarque ça dans le pick-up. On débarque chez Moto-Moto. On embarque la moto, c'est bien normal, tu sais. Il y a un mécanicien qui fait « Ah, ben, la le Chevalier Noir. » Donc, j'ai été découvert. Mais une fois découvert, là, c'était correct, tout le monde savait que c'était moi. Il y a un soir, il y a Jacques Fortin puis sa blonde, Carole, puis un autre couple en arrière, sont deux gars, deux filles en char, ils arrivent chez mon père. L'été, j'étais toujours tout seul à la maison. Mon père me met en camping, tu sais. Fait que là, je suis à la maison, puis j'écoute de la musique. Hey, on s'en va au chalet d'un tel, sur le... Là, en tout cas, en sortant de la ville d'Alma. Tu viens-tu avec Joe? Ouais, moi y aller, on va vous suivre. Comment? Avec ma moto? Non, sa motocross, c'était pas de lumière, après ça. Vous n'avez des lumières, vous autres? On va vous suivre, vous allez éclairer le chemin. Parfait. Fait qu'ils partent. Moi, j'ai su en arrière. Là, ça allait bien sur l'asphalte. Là, on tourne dans le chemin de terre qui menait au chalet. Là, je recevais de la garnotte, mais ce que je faisais, je les dépassais. Ils me voyaient pas, ils faisaient noir. Fait que là, je m'en venais au verre grandeur, je les dépassais. Là, les filles faisaient ça de même, arrivaient de l'autre bord. Là, je savais qu'il y avait une place que. Il y avait vraiment une espèce de descente comme ça. Je m'arrivais tellement vite, je me levé dans les airs à côté des autres, ils vont capoter. Mais avant ça, il y avait une ligne droite, une longue ligne droite. Je dis, m'attendre, m'arriver tellement vite en arrière des autres, ils vont capoter. Fait que je les laisse aller, puis ils partent. Moi, j'avais le lumière rouge, je les suivais vers la côte de lumière rouge, ils s'en vont. Là, je suis prêt. Là, je te monte ça au bout. Je m'en viens. Mais là, les lumières rouges sont là, ils prennent un virage. Ça a fait. Ils m'ont trouvé une heure après sans connaissance dans le fossé. Hey Michel, le Chevalier Noir. La fin du Chevalier Noir. Une grosse carrière, mais courte. Courte, ouais, courte. Ils disent que les légendes ne meurent jamais. Ah, sacré. Celle-là n'a pas duré longtemps. Tabarouette. T'as eu combien d'accidents, que ce soit d'auto ou de moto, à peu près? Ah, beaucoup. Ouais. Mais je parle pas d'accrochage, je parle des bonnes... On ne devrait pas se vanter de ça, mais en même temps, je vous l'ai dit, c'était mais... des bonnes face-à-face, à 90 000 à l'heure, un char coupé en deux à Belleuil, 10 tours sur le top dans le parc des Laurentides, frappé un orignal le 24 juin 85. Quelle est au moins en moto, mon Kawamil, il y a 41 ans, parce que c'était ma première saison de théâtre d'été. Puis quand je roulais, je partais dans le Mans, puis j'arrivais à l'entrée du Rang des Îles, je regardais l'heure qui était, puis j'essayais de battre mon temps, ton grand-père. mon grand-père, entre la route régionale et le théâtre d'été. Puis c'était vraiment assez serré, c'était en asphalte, mais tu sais, une route avec des chalets, mais c'est comme en asphalte, tu sais, mais comme ça. Là, c'est à gauche, à droite. La seule place que je fais relaxer, c'est un dernier virage à droite, un long virage, je voyais assez loin, je fais déborder jusqu'à l'accotement. Après ça, ligne droite, il y avait une montée comme ça, une descente, puis là, je downshiftais pour rentrer dans le cours du théâtre. Puis il y a une maison blanche, je me souviens. Fait la seule place que vraiment je pouvais relaxer, c'était là. J'arrivais là, au fond, là, ben, je m'en venais sur le bord de l'accotement, là, je continuais. Et quand je suis arrivé dessus de la butte, le devant de la moto a levé. Oh. Et on appelle ça du guidonnage. Le guidonnage, tu sais, t'as le soignant. Le wobble, c'est comme ça. Mais le guidonnage, c'est tes poignées qui frappent d'un but à l'autre. En anglais, c'est tank slapper. Exactement. Ils vont varger quasiment. Mais là, oublie ça, là. Si tu veux savoir, prends un 10 vitesses, comme un vélo, là, lève la roue, fais-le tourner. Après ça, prends tes poignées, puis fais tourner, puis essaie de ramener ça droit. Tu ne seras pas capable avec un vélo. En moto, puis ça. Ouais. Fait que je suis debout, là, puis la moto frappe d'une but à l'autre comme ça. Je laissais dans la rue des traces. Là, quand la roue était de côté, ça laissait une trace large. Je suis rentré, là, je roulais 110 000 à l'heure.
Je suis rentré dans le fossé. Heureusement, la vitesse m'a sauvé cette fois-là. Parce que je suis arrivé tellement vite dans le fossé, la moto a levé comme ça, elle a piqué de même. Moi, je suis parti haut comme un poteau. Elle, la moto était plus basse, elle flippait dans tous les sens. Elle arrachait des poteaux de clôture de ferme, tu sais, des carrés. Pour arracher des poteaux du sol, là, parce que c'est lourd, une moto à 110 000 $. Fait que, et il y avait un marécage. Mon angle, le médecin m'a dit, si tu avais frappé n'importe quoi, un poteau, un arbre, une roche, tu mourrais, là, tu sais. Mais mon angle d'arrivée dans le marécage, les quenouilles, la boîte, la moto était... J'ai fait comme 300 pieds de trace avant de prendre le lot. La moto était 200 pieds plus loin, puis moi, j'étais à 218 pieds. J'ai perdu connaissance, mais l'énergie s'était absorbée lentement. Tu sais, les quenouilles, la boîte, ce qui fait que je me suis blessé, mais pas, tu sais, j'aurais dû être mort, puis... Ce qui est drôle, ce qui est drôle. Il y avait un chalet au bord de la rue. Il y avait 2 gars sur le galerie de chalet. Eux, ils ont tout vu ça. Ils ont vu le gars arriver en moto, lever dans les airs, tout ça. Moi, je suis sans connaissance. Mais je suis demi-conscient, à un moment donné, les gars approchent du fossé. Il y en a un qui dit à l'autre, dit « Ah, touche pas, de toute façon, il est mort. » Moi, quand j'entends dire de moi que je suis mort, je fais « Quoi? » Mais les gars, c'était plein de boîtes. « Hey, je suis pas mort, je suis pas mort. » Là, finalement, ils m'ont ramené au chalet, puis c'est le chevalier noir! Ah, le chevalier! Fait que ça a été... ouais. C'est le chevalier brun dans le marécage. Mon père était content parce que, la moto était finie. Fait qu'il dit, bon, ben, t'es correct. Mais correct, tu sais, mettons... quand les médecins me demandent, font des... Avez-vous eu un accident? Bon, c'est sacrifice, c'est de la colonne de la main. Puis, t'aimes-tu mieux la moto ou l'auto? Je suis un maniaque de voiture. J'aime beaucoup la voiture, mais il n'y aura jamais... J'aurai jamais de liberté autant que sur une moto. Si je me donne le choix de faire un road trip en moto ou en char, je vais prendre la moto tout le temps. Comme là, je repars encore là, dans des jours qui s'en viennent sur la route 66 parce que la moto, ben, ceux qui connaissent pas la moto ne comprendront pas. Puis même si j'essaie de vous l'expliquer, la moto, c'est autre chose. Tu es seul, même si tu es une gang ou tu es deux, comme là, on va être deux chums. Mais le temps que tu es sur sa moto, tu es tout seul dans ta bulle. Là. C'est très zen, tu sais, la moto. Tu es dans le désert de l'Arizona, Nouveau-Mexique, de Californie. Une bande d'asphalte avec des cactus. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je te remercie d'ailleurs pour ça, Michel, parce que moi, j'avais essayé de prendre mon permis de moto jeune, puis j'avais abandonné en allant passer mon examen de la SAC. Puis je m'étais rendu compte que je n'étais pas assez mature, puis je m'en allais m'acheter un GSX 1000, ce qui n'était pas l'idée du siècle. Ah, je suis beaucoup plus mature, Pat. Voyons donc, tu me connais. Mais, puis je m'étais dit, tu sais, jamais. J'ai pas assez de tête pour rouler une moto. Puis quand on tournait ensemble à Icar, je disais, ouais, prends ma moto. J'ai écrit, Michel, pas de permis, tu sais. Ils sont sur une piste de course. Je dis, Michel, j'ai pas de permis. Et tu penses que tu as besoin d'un permis, moi, pour rouler une moto? Fait que j'ai essayé ton bike. Puis un an après, je me promenais j'avais des trous avec ma piscine. J'étais pas de bonne humeur. Puis je vois un Harley à vendre. Puis je crème, il est bien beau, ce Harley-là. Il était pareil au mien, si je me rappelle. Ben, je ne le savais pas à ce moment-là. Moi, j'achète le Harley sur un coup de tête parce que j'étais de mauvaise humeur. Je me suis dit, acheter un bicycle, ça va me rendre de bonne humeur. Puis quand on a raidé ensemble, parqué 2 bicycles un côté de l'autre, je me suis rendu compte que la seule différence, moi, il y avait une ligne rouge dans le blanc et noir. Toi, il y avait une ligne bleu pâle. Exactement. C'était la seule différence entre les deux bikes. Fait que... Moto que j'ai encore d'ailleurs, c'est celle que je vais rouler encore. Ben, on la voit là. Simon, tu peux-tu l'afficher pour tout le monde? On va voir la visite. J'ai vendu la mienne, puis je le regrette. T'aurais dû la regarder. Ah, c'est lui, le petit beau turquoise avec un moteur de fou. Là. Moi, je sais que la queue d'hélicoptère derrière. C'est à toi? Merci. Non. Les gens voient ce photo, ils pensaient que j'étais pilote d'hélicoptère. Mais ça serait... n'aurait plus pas de permis, ouais, non, mais... mais c'est parce que je suis maniaque d'aviation aussi. On tombe pas là-dedans, ça va nous voir 3 heures, mais... Je fais beaucoup de simulateurs de vol. J'ai volé 2 fois un F-18. J'ai volé 2 fois dans des biplans de la Deuxième Guerre. Wow. Des avions d'entraînement qui ressemblaient aux avions de la Première Guerre. Des biplans où tu es dehors. L'été passé, j'ai roulé dans un DC-3 qui porte un autre nom parce que c'est un militaire, mais c'est un DC-3 pareil, là, qui a servi durant le débarquement de Normandie. J'étais assis dans l'avion à Palm Springs. Il y avait une photo là qui avait été prise à l'époque avec les parachutistes. Puis tu dis, je suis assis là, donc ce gars-là, qui allait sauter en Normandie, il est assis à ma place. Fait que j'aime beaucoup l'aviation. C'est récurrent, ça, chez toi, quand tu sais l'histoire qui vient avec, puis la personne qui était la plus proche de cet événement-là. Oui, parce que ça rajoute au plaisir. Parce que, tu sais, en dehors des voitures, des motos, tout ça, je suis collectionneur de toutes sortes d'objets. Puis des fois, ils me demandent pourquoi. Parce que c'est le plus près que je peux être de... Tu sais, j'ai des travaux scolaires de James Dean, j'ai des cheveux de Marilyn Monroe, de Kennedy,
toutes sortes, beaucoup. J'ai un musée d'objets qui ont appartenu à des célébrités parce que c'est un jour, j'avais un stylo dans les mains. Puis là, un stylo. C'est le stylo qui avait servi parce que quand les Rock Machine avaient fait une trêve avec les Hells Angels, ils s'étaient réunis pour dire on va arrêter de se faire exploser les 2 jours. Et ils ont voulu signer vraiment un papier disant on fait la en trêve. bonne et due forme. Et Claude Poirier était là. Puis ils ont demandé y a-tu un crayon? Puis Claude Poirier a pris son stylo. Puis il dit tiens. Fait que Claude Poirier a donné ça au gars. Il l'a donné au chat. Ouais, non, mais. Alors, ils ont signé la trêve. Et là, Claude me l'a donné. Et quand je racontais l'histoire à du monde, ils regardaient le stylo. Ils disaient ah, ouais. Là, ils se mettent à regarder le stylo. Ouais, Comme si c'était différent. Ouais. Pourtant, c'est juste un stylo, mais il y a une histoire attachée à. C'est après ça que tu t'es acheté un char blindé. Hey, tu parles de la Route 66 ou la Route 66. C'est-tu ton road trip que tu as aimé le plus dans ta vie, ça? Ben, je l'ai fait 12 fois au complet. Mais maintenant, le faire une fois, c'est intéressant. Mais il est intéressant. Soyons honnêtes, la route 66, là, c'est 5000 km. C'est intéressant à moitié. C'est-à-dire que, mettons, tu pars de Montréal, on va prendre ça comme point de départ. Tu vas vraiment voir du changement quand tu vas arriver au centre. Tu ouvres la carte des États, là, tu vas arriver au Texas, mettons, à Amarillo, au Texas. Ouais. Là, ben, les champs, les cactus, sinon, tu as l'impression d'être à Saint-Hyacinthe en campagne. Okay. Fait que plus rapidement, tu peux te rendre, mettons, à Saint-Louis, puis après ça, embarquer à 66, mais plus rapidement, tu arrives au centre, c'est bien. Tu l'as fait une fois, puis je l'ai fait. Après ça, le conseil, prenez l'avion, débarquez à Vegas, louez-vous une voiture, faites l'Ouest américain. Ouais. Là, tu vas faire tout ce que... Le Grand Canyon, tu vas aller Arizona, Nouveau-Mexique, tu vas aller à Alcatraz, à San Francisco. Oui, tu vas rouler sur la 66. Tu vas rouler sur la meilleure section de la 66. Ouais. Mettons Kingman, Flagstaff et tout ça. Mais il faut voir autre chose. Il faut aller à Vegas, il faut aller à 29 Palms, il faut aller... Alors, si vous faites la 66 pour la faire, faites-la une fois, après ça, vous allez comprendre que le mieux, c'est de vous garrocher. Parce que quand tu l'as fait, il faut que tu la fasses, il faut que tu reviennes. Fait qu'il y a beaucoup de temps perdu. Ouais. Alors ici, tu fais juste prendre l'avion, louer une voiture ou envoie ta moto là-bas. C'est ce que je fais maintenant, moi. La moto est là-bas, tu prends l'avion, tu débarques, tu fais ta raid de moto pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu reparques la moto là, tu reviens. Et si tu veux, tu peux faire ramener la moto chez toi. Puis le plus beau est fait. C'est quoi le road trip que tu n'as pas fait encore mais que tu rêves de faire? Bien, j'ai roulé des États partout, que ce soit Key West, le sud, le nord. Là, il y a mon chum Rénal Brière qui m'a parlé du Colorado. Lui, il a descendu la rivière Colorado. J'ai pas fait cette trail-là, fait qu'on est dû pour le faire ensemble. Parce qu'il m'a montré les photos. Fait que toi, c'est toujours les États? Moi, les États, parce que j'ai des chums qui font l'Europe et tout ça. Mais moi, je suis un... C'est parce que, on va vous le dire, mettons, en Turquie, je ne verrai pas dans le fond d'un champ un Chevrolet 55 rouillé qui attend juste d'être restauré. J'aime beaucoup le... Moi, j'ai un amour-haine des États-Unis. J'adore les États-Unis. C'est pas tous des rednecks, là, tu sais. Mm-hmm. Il y en a quelques-uns, là. Mais l'Amérique, pour moi, c'est... Je trouve ça magnifique. C'est un beau pays, c'est un grand pays. Les routes, l'histoire... Puis c'est un pays mécanique. C'est-à-dire que quand tu roules avec une vieille voiture, mettons, là, tu sais, j'ai fait souvent, moi, le sud, mettons, la Floride, une sorte de véhicule, là. Les Américains, ils aiment ça. Je fais une crevaison avec un Pontiac Station Wagon 56. Une crevaison. Fait que je prends la sortie, j'arrête là. Les voitures arrêtent. Are you all right? Comme si ma grand-mère était tombée sur le trottoir. On peut-tu t'aider? La police s'en vient. J'ai fait un flat. Ah non, mais là, le coup, ils m'ont aidé à lever le char parce que c'est un char américain qui est malade, là, il faut le soigner. Là, un gars m'embarque, mon chum là-bas, il va te réparer ça, il a le bon ring. Puis quand je reviens, ils font des balailles. Ils ont sauvé un vieux char. Tu sens le patriotisme quasiment. Ah, écoute, j'arrive dans un poste de péage avec une Mustang 76. Le gars me dit, non, c'est correct. Quoi? Le gars en avant, il a payé pour toi. Comment il a payé pour toi? Il me fait dire, t'as un beau char. Fait que je reprends la route, je passe le gars, puis le gars, parce qu'il trouvait ma voiture belle, il a payé mon péage. Arrivé aux douanes avec avec le Chevrolet NASCAR 57. Chacun de mes chums, j'arrive aux douanes. Puis l'été, souvent, il y a des jeunes douaniers qui remplacent. Tu sais, les douaniers, ils se font remplacer pour les vacances. 2 jeunes douaniers américains. Hey, NASCAR, what year is it? 57, ils capotent sur le char. La gang, elle lui tente roulotte, puis attendre, le bordel, là, il jamme les douanes. Il dit, do a burn-out, quoi. Il voulait que je fasse un show de canne. Moi, je sais ce qu'il dit aux douanes. Il dit, are you serious? Yeah, do a burn-out. Fait que, OK, mets en première, tu as rempli leur pied à côté du dent. Je suis au boucan aux douanes. Les douaniers d'Allemagne. Tout le monde regarde bien, ils s'entendent roulotte. Mais non, Barrette, il a fait là,
Les Américains, c'est ça. Dans l'autre épisode, on parlait de tes autos, mais je voulais qu'on en parle de ce NASCAR 57-là. 57, oui. Vient d'où? Tu l'as-tu encore? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Non, je ne l'ai plus. C'est une autre voiture que j'aurais pas dû vendre. Ouais! Mais en même temps, il n'est pas loin de chez moi. Il est en Beauce, puis je connais le gars qui l'a. Moi, on le voit là. On va le On mettre. va le voir. Simon, ouais. Chevrolet 57, modèle 150. Je vous dis modèle 150 parce qu'en 57, il y avait le modèle 150, c'est-à-dire 2 portes poteaux comme ça, avec la bande de chrome, mais pas de stainless. Tu avais le 210 qui avait la pointe, comme le 57, mais qui n'était pas en stainless. Et le 57, bien, il y avait hardtop et le stainless. Ça, c'était le modèle de base, vraiment de base. OK. En 57, Smokey Yunick, qui était le mécanicien et directeur de course extraordinaire, avait convaincu GM, Buck Baker, le père de Buddy Baker, de prendre ce modèle-là parce que, comme c'était un modèle de base, il était plus léger. Et comme c'était un 2 portes poteau, il était plus solide sur le châssis, tu sais. Et il a gagné le championnat NASCAR en 1957. Moi, je trouve cette voiture-là, qui avait été depuis 1972 dans le garage d'une maison. Le monsieur était mort en 72, puis les gens avaient gardé la voiture. Et avait un 6 cylindres, 3 vitesses colonnes, Moi, je l'avais parqué dans mes voitures. Puis comme j'aime beaucoup le NASCAR, et surtout l'ancien, NASCAR avant les corporate, là, tu sais, sur la plage de Daytona, parce qu'en 57, ils couraient sur la plage, là. Si on va à Daytona, comme ma gang de chums sont là actuellement, au virage nord, où il y a un restaurant qui était déjà là à l'époque, ces voitures-là roulaient. Fait que si vous allez sur Vintage NASCAR, ou vous rentrez, mettons, Daytona 1957 ou 56, l'après-guerre, c'est ces voitures-là que vous voulez rouler. On a sorti tous les règlements de la NASCAR de 57. On a rentré ça à l'atelier. On l'a fait exactement comme si on courait. Parce que dans le temps, les stockers, les portes ouvraient. Il y avait une petite ceinture comme ça, un roll bar. Il était en T-shirt. C'est assez facile à faire. Donc, le ruban, la corde sur le volant avec du tape pour avoir une meilleure grippe, les échappements qui sortent en avant des roues dans l'arrière, les câbles qui tiennent le coffre avant, le coffre arrière, parce qu'en cas d'accident, pour que tu revoles. Vraiment, selon les règlements. Fait que si on avait été en 57, on aurait pu courir le lendemain matin sur la plage avec la voiture. Mais ça, tu roules aux États avec ça. Je suis allé à Daytona rouler sur la plage. Tu dois être une star, là. À Daytona. Puis la voiture était livrée chez Riverside Chevrolet Oldsmobile à Daytona Beach. C'est eux autres qui faisaient la transformation. Fait que je suis allé à Daytona. Tu devines que les Américains, ça lui rappelait des affaires. Malheureusement, le concessionnaire avait fermé 2 ou 3 ans avant. Puis les lettrages avaient été enlevés, mais on voyait comme la saleté derrière. On voyait encore Riverside Chevrolet Oldsmobile. Puis j'aurais aimé ça pouvoir aller chez le concessionnaire et dire hey, c'était exactement ce genre de voiture-là que vous aviez à l'époque. T'es-tu un tripeux d'encan? Tu nous as parlé brièvement, Barrett je pense, Jackson, dans l'autre ouais. épisode de Barrett Jackson. Hey, moi, ouais. une fois dans un encan en Floride, quand tu vas dans un encan, tu t'inscris et là, comme quoi tu veux bider, tu sais, tu veux. Et après ça, ben là, l'encan commence, puis là, tu lèves la main. Moi, je m'inscris, j'arrive. Il y avait une voiture à vendre. Là, ça montait, mettons, 98,000. Mais je vois un de mes chums. Hein? Je fais de même. Le gars, il pointe. 100 000. Non. Il dit, garde ta main dans tes poches, innocent. Mais toi, tu lèves la main, t'arrêtes la chose que tu veux même pas avoir. Mais t'en as-tu déjà acheté à l'encan? À l'encan, j'en ai déjà acheté à l'encan. Non. Non, j'en ai acheté beaucoup aux États-Unis, mais jamais dans un encan. Non. Non, jamais. Dis-nous quand est-ce qu'on utilise la phrase « il est propre en tabarnouche ». Quand tu connais rien comme Gildor Roy. Ah oui, j'ai pogné ça. Gildor, dans Kilomètre-heure, faisait le mécanicien. Puis il connaît rien là-dedans. À un moment donné, il y avait mettons, je rentre à une petite mon Denis, je rentre dans le garage à Germain, je le vois, il y avait un marteau. Il connaît. Là, j'ai dit, coupé. Ouais. J'ai dit, Gildor, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je fais semblant de faire de la mécanique. Ben, c'est pas de la menuiserie que tu fais, là. Et là, tu fais avec un marteau pour un morceau. Là, j'ai donné quel outil ça prenait. Puis Gildor, il a été porte-parole du Salon d'auto de Québec il y a, mettons, 10-15 ans. Puis lui, il en a Rien. foutre, là. Je vois l'annonce à la TV. Alors, notre porte-parole, Gildor Roy, je me roule la tête. J'appelle Gildor. T'es porte-parole du salon d'auto. C'est comme si moi, j'étais le porte-parole du salon de la mariée. Tu sais. Il dit là, tout le monde me dit des affaires. Ça veut dire quoi, ça? 3,40 puis 4,26. Là, j'explique que c'est le cubage des moteurs. Je dis, quand un gars te montre son char, il faut que tu dises, il est propre en talent. Ouais, il est vraiment propre. Viens me dire ça. Ouais, je le regarde, il est vraiment propre. Tu sais, fais juste dire ça. Fait qu'il dit, quelqu'un te montre ton char, il est vraiment propre. Il dit, ils veulent me faire signer des morceaux, puis des affaires. Les gars, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on passe à Entre quatre roues.
Entre 4 roues, ça risque d'être Ben, long, est-ce que tu veux qu'on touche le sport automobile un peu Go. ou tu veux le Allons-y, faire après entre 4 roues? Allons-y, vas-y, je te laisse aller. Ben, il y a des belles histoires parce que tu en as déjà fait un peu jeune du sport auto, mais tu as fait un retour à moi, un là, âge pour vénérable où les gens arrêtent d'habitude. Ouais, ben moi, quand j'étais flot, moi, j'ai manqué une occasion. C'est quand je suis flot, je vois avec mon oncle Jacques, j'ai pas d'âge, au Stocker à Chicoutimi, à Québec Modern Speedway. Mon oncle courait un Dodge 56 Stocker, les gros pneus et la patente. Et après ça, plus tard, en 1979, donc j'ai 22 ans, 79-80, j'ai couru 2 saisons à Stocker à Saint-Félicien, qui était à l'époque un ovale asphalte, qui est devenu un tri-ovale. Et il y avait le circuit routier, où Gilles Villeneuve a roulé d'ailleurs à l'époque en Formule Atlantique. Ouais. Moi, là, les courses, c'était l'après-midi. Je me souviens pas si c'était le samedi ou le dimanche, peu importe. Mettons, c'est le dimanche, après-midi. Les courses, c'était, on va dire, à 2 heures. Moi, à 8 heures le matin, j'étais là avec mon stock car. Puis il y avait une clôture qui existe encore en clôture frost. Puis je shakeais la clôture parce que le propriétaire de la piste qui restait là, il voyait, il savait, là, les dimanches, le bord, il ouvrait la clôture. Parce que moi, je passais l'avant-midi à faire le circuit routier. Parce que j'avais plus de fun à faire le circuit routier que de tourner en rond l'après-midi. Fait que je faisais la ligne droite de l'accélération, l'épingle, le retour, puis j'arrivais sur le virage 3 du banc du circuit routier, puis c'était déjà une piste penchée. Je faisais ça tout le temps. T'sais. Un jour, 35 ans plus tard, j'étais en show à Saint-Félicien. Le lendemain, je passe à Saint-Félicien, je passe devant la piste de course, j'arrête, c'était le matin. J'arrête, je parque la voiture, puis je grimpe dans la clôture pour voir si la piste est encore comme dans le temps. J'entends « Hey! » Il dit « Ah non, pas toi! » Il se souvenait de moi. Vous vous souvenez? Ben oui, maudit Flo, t'étais là dans la clôture. Bon, ces 2 saisons de course-là. À l'époque, en 79, j'avais un Honda Civic CVCC. Les premiers moteurs multivalves, tu sais. Un petit Honda Civic 5 vitesses. Les bottines. Ouais, des petites bottines d'époque. Et il y a une journée que je vois, il y avait le stock car, puis il y avait aussi des courses d'accélération. Mettons, samedi 1, dimanche l'autre, je ne me souviens pas. J'étais avec ma blonde de l'époque qui tripait pas pantoute sur la course de char, mais pantoute, là, qu'elle avait peur de ça. C'était pas plus que ma blonde, je venais de me marier. Oh. On est rendu en 79, je me suis marié, en tout cas. De là, tes futurs contrats de porte-parole, le salon de la mariée. Oui, justement, tu vas comprendre. Alors, elle ne tripait pas ses courses. Et un dimanche, mettons, il y a des courses, puis là, des courses d'accélération. Je suis pas très course d'accélération. Puis là, il ouvre une classe pour le public. Alors, une classe pour le public, les 8 cylindres. Là, les gars, les Duster 340, ils font ils courent, ils s'inscrivent. On ouvre une classe 6 cylindres. Là, les gars, ils ont 6 cylindres. On ouvre une classe 4 cylindres. Moi, j'avais mon Honda Civic. Là. Fait que je me lève, je dis, où tu vois, je m'en vais aux toilettes. Le char était flambant neuf. Là, tu sais, l'accélération, ça roulait 19,5 jusqu'à de 1000. 0 à 100 en oui. Mais moi, ce que je faisais, parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire, comme je connaissais bien le circuit routier, moi, d'abord, sur la ligne de l'arbre de Noël, là, je mettais les roues comme ça. De même, gaz au fond, char flambant neuf. Le monde disait, écoute, le moteur va exploser. Quand le mien tombait rouge, je lâchais la clutch, mais j'avais roue de même. Il m'a dit les jouets universels. Ça fait que ça Là, je faisais la ligne d'accélération, je prenais le virage, le circuit routier, je revenais par le banc, puis le gars qui donnait les temps, il est dans une petite cabane en bas du 4, mettons. Moi, j'arrivais dans le virage, je jamais le break à bras, je passais à ça de la cabane de côté de main. La première fois, il a eu peur, il s'est caché. Les fois d'après, il me voyait partir, il débarquait de sa cabane, puis il allait se cacher dans du mur. Alors, tour après tour, on faisait mon petit show, tu sais. Mais le premier dimanche, le lundi matin, Léo Automobile à Chicoutimi, il a vendu l'Honda. Fait que justement, que le short de même, les jouets universels étaient finis, tout était fucking avant. Je m'en vais chez Léo Automobile, puis l'atelier était en dessous de son bureau. Fait que je rentre là, le gars dit quoi? Je sais pas, il y a quelque chose dans le volant. Puis je donne ma carte de garantie, le short est comme C'était neuf. C'était neuf. Fait qu'il commence à regarder ça. Là, à un moment donné, le téléphone sonne sur le comptoir. Il dit, le boss, je veux te voir en haut. Il monte en haut. Puis, Michel, c'est son petit char. Alors, j'en aime bien, il va bien, économique. Là. Il dit, ouais, je suis content. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Bon, bien tranquille. Ah ouais? T'as manqué quelque chose, quoi. Il dit, t'as manqué des courses à Saint-Félicien. Il était là, le propriétaire de garage. Il dit, écoute, il dit là, ils n'ont pas vendu ça pour faire des courses, là, tu sais, comment ça me donne la merde? Il dit, peut-être tout débâti, ton char, il est neuf, c'est fait que ça. Gna. Finalement, il ouvre son tiroir. Il dit, as-tu déjà entendu parler de ça? C'était la série Honda BF Goodrich. Ou Michelin, en tout cas. Ça a commencé BF par cœur, le volant BF Goodrich. Le volant québécois, je sais pas quoi. Moi, là, l'été, j'allais à Trois-Rivières et il y avait ça. Il y avait Richard Spénard, mon oncle Jacques, Gilles, Marc Dancos.
tous des gens qui ont fait carrière en course. On est en plein dedans. Puis j'ai à peu près le même âge qu'eux autres, là, tu sais, un an ou deux autres. Moi, je dis, quoi? Il dit, écoute bien, il dit, moi, je vais reprendre ton Honda, là, on fait venir le char, et des motoristes élites, puis dans ce temps-là, tu fais rouler dans la rue avec le char, tu fais t'en servir à tous les jours. Fait que je commande le char, tabarouette, je capotais. Hey, il m'a courir là où je les ai vus courir, cette gang-là, il va être dans la course l'année prochaine. Puis moi, je travaillais à ce moment-là pour la Caisse populaire, la Caisse des jardins de financement, et j'avais comme client les Saint-Hubert de la région, Alma, Chicoutimi, Jonquière. Les bâtiments étaient financés par notre caisse. Fait que j'ai réuni les 3 directeurs des 3 caisses. J'ai dit, moi, je vais courir pour Saint-Hubert Barbecue. Ils ont dit, OK. Pas des 3 caisses, des 3... Restaurant? Des 3 restaurants. Fait, ils ont appelé Saint-Hubert à Montréal, mais on dit, oui, pourquoi pas. On a demandé à la série, on aurait eu le droit d'avoir le coq dans ce temps-là. Ça n'aurait pas été bon pour l'aérodynamisme, mais j'aurais eu le coq. Alors, j'imaginais le char Saint-Hubert Barbecue avec le coq, puis moi en piste. Tout ça s'est lancé, le char s'en vient, tout est fait. Et c'est pas un reproche que je lui fais, c'est juste parce qu'elle aimait pas les courses. Elle m'a dit non. Elle dit, j'ai eu tellement peur déjà avec ton affaire de stock car, tu vas pas en plus aller courir à Trois-Rivières, puis à Tremblant, puis tatata. Elle dit, c'est moi ou la course. Et j'ai choisi elle. Et je suis pas allé faire la course. La voiture est arrivée, ils l'ont vendue à quelqu'un d'autre à Montréal, je sais pas quoi. Et à l'automne, j'ai laissé ma femme, après 9 mois. Alors, avoir su, j'aurais pu sauver un peu de temps et faire de la course. Mais des fois, je me peins et je me dis, sacrifice, j'aurais commencé là. Et après ça, en 1989, je suis allé faire Alain Labrosse, le boss de Canada, à ce moment-là aussi. que je connais, ancien coureur moto, coureur voiture, m'a présenté à Richard Spénard. Richard Spénard, d'ailleurs, en 1974, mon chum Pierre et moi, on est à Mont-Tremblant. On va voir la piste, puis là, il y a des formules Ford à ce moment-là, l'école de pilotage Jim Russell. Et il y a un gars qui roule sur la piste, puis on me dit, lui, c'est le champion de la série. Puis quand il est débarqué de la voiture, j'ai donné la main. Ça m'a pris 30 ans pour savoir que le gars que j'ai donné la main, c'était Richard Spénard. Alors, je me suis retrouvé en 89 à l'école Spénard David à Shannonville, où j'ai fait mon école de pilotage. Mon école, après ça, des cours avancés. C'est parce qu'au début, tu apprends, des cours avancés. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de lapping supervisé. C'est-à-dire, tu vas 3 jours, tu as des spotters partout dans les virages, tu roules, et puis là, tu rentres au pub et tu dis, bon, ben virage 3, tu freines trop tard, tu es trop large, Et j'ai toujours, après ça, aimé ça. On m'a invité dans mes 40 dernières années je reçois de temps en temps, mettons, une photo. Récemment, j'ai reçu Idle Hayes, une piste de terre battue près d'Ottawa. L'été, j'étais en show là-bas. Ils m'ont appelé, ils ont dit, viens courir. J'ai fini 2e. Saint-Marcel, il y a une vidéo qui circulait. Quand on regarde des premières émissions de kilomètre-heure, on me voit en Formule 2000, des sortes d'affaires. Puis il y a une shot qu'on voit un char arriver, puis tu vois un essieu sortir avec la roue. Ça, c'est moi qui ai fait une course à Saint-Marcel, sur la terre battue. J'ai fait la course. Puis il m'a dit, j'ai dérapé dans un virage, j'ai réussi à remonter tout le monde, j'ai dépassé dépassé le premier, donc je suis devenu premier à l'avant-dernier virage, donc j'allais gagner la course. L'essieu a cassé, la roue est sortie, la roue frappe sur la voiture, je passe la ligne d'arrivée sur 3 roues, puis la cote sur le mur. Puis le commentateur là-bas, j'ai vu le vidéo qui a été filmée. Tout le long de la course, il n'arrête pas. Michel Barrette, mesdames et messieurs, est en 4e position. Michel Barrette en 3e position. Tout le long de la course, tout ce qu'il dit, c'est Michel Barrette, Michel Barrette. Et quand je finis sur 3 roues, Michel Barrette sur 3 roues, mesdames et messieurs. Moi, je suis dans le char, j'entends pas ça. Quand la voiture arrête, j'entends Michel Barrette. Là, je débarque de la voiture, j'enlève mon casque. Mesdames et messieurs, Michel Barrette. J'ai 2 paires de voix, là, tu sais. Fait que ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai été invité souvent, il invitait mon oncle Jacques à aller faire des courses sur invitation, puis il m'appelait, hey, viens donc. Tu as vu, il y avait la classe la plus forte, moi j'avais la classe en dessous, qui me permettait au moins de garder le plaisir de rouler. Puis aujourd'hui, à 67 ans, j'ai fait des années avec mes fils pour avoir le plaisir de rouler en Nissan avec eux autres. Au début, là, mettons, le premier week-end, je me souviens de Nicolas qu'on était égal, mais pas longtemps, là, mettons un week-end. Tu sais, je me souviens pas les chicanes, tu sais, avant le pont à Tremblant, là, les 2 S, là, on est côte à côte, puis c'est vibrable, ça. Le plaisir. Mais ça n'a pas été long la semaine d'après. Puis la semaine. Martin, à Trois-Rivières, là-dedans. Nico était meilleur que toi après? Nico et Martin sont bien meilleurs que moi. Non, ils sont vraiment meilleurs que moi. Tu sais, moi, si j'avais commencé à leur âge, ou même plus jeune, je pense que j'avais un bon volant. J'aurais pu faire quelque chose, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis 67 ans, tu sais. Pour mon âge, je suis encore pas pire, mais les autres sont bien plus vite que moi. À Trois-Rivières. Je roule. On est dans la boulevard du Carmel. Du Carmel. C'est une longue ligne droite.
Martin est arrêté sur le bord. Je dis, ah non, il est en panne. Je pars, je vois Martin. Là, je regarde mon bureau, il repart. Ah, c'est ce qui est possible. Il part, il s'en vient derrière de moi. Lui, là, il avait vérifié. Là, Nicolas allait finir 2e ou 3e. Lui, il était, mettons, 7e. Fait qu'il dit, OK, ma position est correcte, on finit 7e. Puis, il s'est dit, il m'a attendu mon père pour avoir du fun. Il m'a attendu. Là, il était en arrière de moi, il me dépassait, il faisait signe, viens-t'en. Là, j'essayais de le suivre, là. De temps en temps, il ralentissait, il faisait, passe en avant. Fait qu'il me mettait où il voulait, en avant, en arrière, en avant. Quand la course a fini, il dit, hey, on a eu du fun. Non, toi, t'as eu du fun. Moi, je suis insulté total. Il faisait le tour de moi comme ça. Mais c'est ça. Mais, ton plus jeune, il court. Est-ce qu'il court? Jonathan? Ouais. Non, Jonathan, il va avoir 18 ans, il n'est pas encore là-dedans. OK. Mais on l'a amené déjà au SH Karting, là. Oui. Puis on l'a amené sur l'asphalte, puis on l'a amené même sur la neige, parce que des fois, ils font ça sur la neige ou la glace. Puis naturellement, même en simulateur, il est très conscient. Tu sais, ces jeunes-là, ça fait beaucoup de jeux vidéo. Hein. Ouais. Il est tombé dans une bulle assez rapide, puis il a tout compris, le levier de vitesse. Puis on était là, Martin, Nick, puis moi, on disait, hey, le flow, là. Mais là, c'est ma blonde qui me retient. Oh. Elle fait, non, t'as un petit peu, là. T'as un petit peu. J'étais pas là quand t'es grand, parce que c'est Ouais. pas la merde. Quand t'es grand, commence à faire du motocross, puis tu as acheté un char à 5 ans, puis à donc les dérapages, puis ici, puis ça. Elle dit, tu feras pas ça avec Jonathan, c'est pas vrai. Lui, il va rester peu. Il va rester peu. Tu sais. Ouais. OK, on est prêt pour 4 roues. Hein? 4 roues. Ça, Michel, c'est assez simple. C'est des questions à rafale. S'il y en a que tu n'as pas de réponse qui te viennent, ça qui me surprendrait, tu dis passe. OK. OK? Passe. Ta meilleure auto. Ma meilleure. Ah, c'est meilleur, 215 chars. Ouais. Mais il n'y a pas de meilleur. Ça dépend quel usage. Tu sais, si je te parle des années 50, je te dirais que mon Oldsmobile 1956, c'est comme le confort des années 50. C'est très 50s, beaucoup de chrome, 2 couleurs, turquoise et blanc, volant blanc large comme ça. Ça, si tu roules là-dedans, tu écoutes Perry Como ou Frank Sinatra. Tu sais. OK. Mais ça, les années 50. Voiture sport, moi, j'ai une attirance pour les Porsche. Tu sais, j'ai eu 914, j'ai eu 944, j'ai eu 911, j'ai eu une Cayman, la Boxster S. Il y a quelque chose chez les Porsche que j'aime beaucoup, une voiture solide. Tu te prends rapidement pour un bon pilote avec une Porsche, parce que ça va bien, tu sais. Sinon, ta plus drôle expérience sur la route? La plus drôle expérience. À l'époque, OK, à un moment donné, ma première route 66 en 81 avec ma blonde de l'époque, avec une Volkswagen coccinelle, on est dans le désert à quelque part, OK? Puis là, vraiment, désert, puis là, il y a une pompe à essence, c'est marqué, c'est la seule pompe, puis on n'est pas sur la 66, on est en dehors dans le désert, puis là, c'est marqué, mettons, prochaine pompe à gaz dans 200 000, donc tu fais le plein là. Mais t'es nulle part. Puis là, il y a un vieux monsieur avec une salopette, avec la peau en cuir, ça dépaisse, ça fait 70 ans qu'il est au soleil, il y a des cactus. Puis l'autre est à côté, son chum, il fait sa de dormir, puis il y a un chien qui dort. C'est une peinture de Norman Rockwell, tu sais. J'arrête devant la pompe. Là, ils sont les deux là, puis ils me regardent. Puis il regarde l'autre, il fait sa de dormir, fait qu'il fait OK, il va me lever. Il se lève. Il va vous le faire en temps réel. Il arrive à l'arrière de la voiture, il regarde la licence. Il arrive à ma porte. Je m'excuse auprès des gens qui parlent pas anglais, mais j'essaie de le traduire après. Il dit Québec. Where the fuck is that? Dans ce temps-là, on a le réflexe de dire Montréal. Montréal. Montréal? Where the fuck is that? Non, il savait c'était où. Il dit, you drive this shit from Montreal. Yeah. Là, il dit, allô, hey, you drive this shit from Montreal. Il dit, are you kind of crazy or something? Pour lui, c'était de la merde de rouler ce short-là. Là, il pogne, il y avait une pompe. Il a la poignée dans les mains. Il dit, il cherchait le gaz. Fait que j'ouvre le coffre en avant. Le tank à gaz est là. Il dit, where's the fucking engine? The fucking engine is in the back. Fucking is in the back. Il dit à l'autre, hey, the fucking engine is in the back. Fait que là, il commence à tanker. Il dit, what kind of car is this? Je dis, c'est un Volkswagen. Un Volkswagen? Un Volkswagen? Un fucking Hitler car. Là, comment? J'ai fait la Deuxième Guerre mondiale. Là. Il voulait plus me tanker. C'était le char d'Hitler. Mais il dit, écoute, c'est pas mon ami personnel. J'ai juste acheté ce char-là. Il a fait le plein de la voiture en sacrant après Hitler. Il a fait la Deuxième Guerre. Mon chum a été tué. Puis il a pris personnel. Oui. Puis, écoute, il y avait la pompe, elle était tellement vieille, il était tellement fatigué que ça faisait cling une scène, cling deux scènes. Tu sais, dans le temps, il y avait deux petites billes dans un. Ouais. C'est pourquoi il y avait ça? Les deux petites billes qui tournaient, c'est pour prouver que le gaz sortait. Parce que le monde, il disait, non, d'après moi, il sort pas, t'as la chose, elle tourne, mais le gaz sort pas. Alors, tu voyais que le gaz circulait. Mais là, les petites billes, ils disaient, Boy, la pression n'était pas forte. Là, je me suis dit, ça, là, c'est vraiment la 66. Ton auto de rêve?
Moi, je les ai pas mal eu, les voitures de Ouais. rêve. Parce que moi, j'ai jamais rêvé exotique. Tu sais, Ouais. je trouve ça le fun, une Lamborghini, tu sais, dans notre émission qu'on a Oui. fait à chacun de notre tour. Oui. Tu sais, on a eu la chance de piloter toutes sortes de voitures incroyables. Je trouve ça drôle, je trouve ça le fun, tu sais, une Ferrari, une Lamborghini, mais j'ai rien à raconter. Un jour, j'avais acheté une BMW 850i, 12 cylindres. Belle voiture. J'arrive à la radio, puis mon chum Gildor était là, il co-animait avec moi. Puis là, tout le monde sort de la station. « Hey, il y a une belle voiture. » Gildor, il fait « Puis quoi, t'as trouvé pas belle? »« Ouais, vraiment belle. » « Oui, mais c'est tout ce que ça te fait. Es-tu belle? Regarde, 12 cylindres. Là. Et tu vas compter quoi? » Quoi? Mais quand t'arrives avec un char, d'habitude, hey, ça, là, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'en avoir une. Mon grand-père en avait une. Il dit, ça va être quoi l'histoire qu'il va avoir avec ça? Mais il n'y en a pas. Je l'ai revendu. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voiture de rêve parce que j'ai été chanceux dans la vie, là. Quand Non, j'ai mais ça peut rêvé. être des voitures du passé. Ça peut être une, je sais pas, une Mercedes Goldwing 1900. Ah oui, oui, ah oui. là-dessus. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien, oui. Mais. Une Maserati 55 parce que ça a joué dans le film de Fellini. Je dis n'importe quoi. Là, mais Ouais, je dirais il y a- pas non à la Mercedes, là, parce que c'est vraiment. Mais sinon. Si on me la donne. Sinon, non, Bonne sinon, chance. sinon, ça va être encore juste une voiture, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Tu sais, mettons, j'aurais aimé acheter la Mustang Bullet de Steve McQueen. Ouais. Ça, Ouais. au moins, Bon, le char est intéressant, puis il y a une histoire que je raconte. Parfait. Mais il n'y a pas tant de films que ça qui ont eu des beaux chars. Tu sais. à part, mettons, les motos et les autos, quelle autre bébelle à moteur que t'aimes, mais vraiment, juste une, là, mettons, une bébelle à moteur qui n'a pas rapport avec la moto ni l'auto. Moi, j'ai peur de l'eau, OK? J'avais Ouais. un chum qui faisait de la course à Valleyfield, là. Puis il voulait me faire essayer sa régate. J'ai dit, mets-moi de l'asphalte sur l'eau, moi, y aller, puis tu fou. Sinon, ben, je suis passionné d'aviation aussi. Ouais. Des avions de guerre. Comme il y en a un que j'ai pas encore volé. Mon père était dans l'Air Force. Il travaillait sur les T-33. Et écoute, ben, mon père, il était spécialiste. Aujourd'hui, on dirait électronique, mais dans ce temps-là, c'était de l'électrique. Il n'y avait pas d'électronique. Ouais. Mon père, mettons qu'un pilote arrivait en bas avec son T-33, là, puis il y avait un problème, il perdait les cadrans en plein vol, ou il y avait un problème. Ben, mon père embarquait avec lui pour aller voir le problème, puis le réparer après. Ça prend une certaine dose de courage. Hein, Ben, écoute, mais de quel toujours chien qui monter embarque dans avec quelque toi? chose que tu Ben, sais qu'il y a des tombe en problèmes. panne en char, ça va bien, mais rendu dans les airs, tombe en panne, là, t'as un vrai problème. pratique. Surtout que si t'embarques, c'est parce que l'avion va pas bien. Tu C'est sais ça qui est qu'il y a pas de vraiment problème, c'est merveilleux. ça. J'ai plein de photos de mon père dans des T-33. Et à Palm Springs, il y a un musée incroyable d'aviation de Deuxième Guerre mondiale, Corée et Vietnam. Et il y a des avions comme ça que des collectionneurs ont, des pilotes, des vieux pilotes. Et tu peux aller, tu payes, puis tu vas aller voler avec eux autres. C'est pour ça que j'ai volé, entre autres à Palm Springs, avec un biplan. Puis après ça, avec l'avion que je vous disais du débarquement. Puis dans la liste d'avions qu'il y a, il y a un T-33. Alors, ma prochaine étape, c'est de m'asseoir dans un T-33 et de me dire comme mon père. Tu sais, mon père était là-dedans. Tu sais. Le plus beau char, selon toi, et le plus laid. Dans la vie que j'ai eue, Donc, en général. le plus laid. American Motor, dans les années 60, ils l'ont échappé souvent. Tu sais, Les il aquariums, t'avait là? La Marlin, puis la. Tu sais, oui, mettons la AMX, c'était correct. Tu sais, c'est celle que Marc Donoghue a roulé, puis ça. Mais sinon, là, les Ramblers, là, c'était pas très chic. Tu sais. Le plus beau. Le plus beau, ben, il y a des belles voitures qui. Là, je m'excuse auprès des collectionneurs. Mettons une Jaguar XKR, c'est très beau, mais mettons la mécanique de Jaguar à l'époque, c'était pas ça. Tu sais, c'était beau. C'est juste beau. C'est pas la E-Type que Enzo Ferrari avait dit c'est le plus Oui, beau char exactement. au monde. À part les Ferrari. Après les Ferrari. Ouais. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal. Le plus mal. Tabarouette, c'est d'avoir quelqu'un là-dedans. Quelqu'un qui chauffe. Moi, je ne peux pas l'endurer longtemps parce que si quelqu'un chauffe mal. Ah, t'étais pas obligé d'être dans l'auto avec. Ouais, le plus mal, bonne question. peux Ah, voir ça. mon oncle, oui. Mon oncle Martin. Ah, quand j'étais influ, mon oncle Martin, là, pour moi, excuse-moi, mon oncle. Lui, là, l'été 67, j'ai passé l'été à Valleyfield chez mon oncle Martin et ma tante Monique. Là. Il partait avec son char, était toujours impeccable, toujours une belle voiture, mais il roulait pas assez vite. Non seulement il roulait pas vite, mais quand un char s'en venait, il ralentissait. Comme s'il allait, l'autre allait sauter dessus. Hey, c'était long, là. Moi, je poussais après ça. Ouais, moi, je débarquais des chars de mon grand-père avec l'aiguille qui disparaissait dans le dash avec mon oncle. 100 000 à l'heure à 5 ans. Ah non, il chauffait pas bien. OK. M'excuse, mon oncle. Et en terminant, ton pire move en voiture.
l'ensemble de ma carrière. Et c'est là-dessus que ça va se terminer. Merci, Michel, pour ta visite. Ah, merci. J'aime ça pour les Merci, chars. Michel. Ouais, ça paraît Merci, cool. Michel. Ça paraît- Merci, Michel. Ça, Pour les comme chars un- et du c'est monde de comme un chars, c'est le spectacle fun. privé, ça. Ouais, exact. C'est ça que c'est. C'est ça. Incroyable. Ben, c'est juste pour vous autres. C'est disponible partout. Prochaine étape, road trip en moto, puis Pat, faut qu'il soit là. Ah oui, Ah. tu vas triper. Puis, vous Je allez m'excuse, nous raconter Richard, ça. faut que tu prennes ton permis de moto. Pas C'est- besoin de Mais non, il permis. chauffera le truck. Il On chauffera va le chauffer truck. le truck, moi, puis je vais faire la bouffe. OK. Merci, Michel. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites le plein d'aventure. Et Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération.